première fois que j'en ai parlé au président Vladimir Poutine. Donc j'ai dit, il faut que vous fassiez de la dette. Il n'a pas eu l'air d'aimer ça. Bonjour Monsieur Sapir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette vidéo. Aujourd'hui, Monsieur Sapir va nous parler de la situation économique en Russie, de la situation économique actuelle, suite à l'opération militaire spéciale. Et encore, j'aimerais vous prévenir, comme moi j'ai la nationalité russe, j'ai pas le droit d'utiliser autre terme que opération militaire spéciale. C'est le terme que nous allons utiliser dans cette vidéo. Monsieur Sapir, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la situation économique actuelle en Russie? Oui, effectivement, d'autant plus que les dernières statistiques de Eurostat sont sorties ce matin, c'est les statistiques pour janvier-février 2023. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la Russie est comme un malade qui se remet rapidement d'un choc violent qu'elle a subi au mois d'avril à juin de 2022. Il y a eu à la fois, évidemment, un choc inflationniste qui est en train de se calmer, et il y a eu surtout le choc économique des sanctions, qui a été important, même si les sanctions n'ont pas entraîné la catastrophe économique qui était annoncée dans les médias occidentaux. On parlait d'un recul de la production de moins 10 à moins 12%. Dans ces 3 mois, il y a eu un recul de l'ordre de 3,5 à 4%, ce qui, par rapport à la pente de croissance qu'il y avait en janvier et en février, qui était d'environ 3,5%, représente néanmoins une différence de 7%. Vous êtes à plus 3,5 en février, et vous êtes à moins 3,5 en avril, ça fait donc 7%. Donc oui, ça a été un choc important. Et ce qui s'est passé après, c'est l'histoire d'une récupération, comme un malade récupère d'une maladie. On l'a vu se mettre en place dès le mois de juillet et d'août, continuer progressivement, et actuellement, il semble que ça soit en train de s'accélérer, puisque les statistiques que l'on a, alors évidemment, elles donnent moins 2,1% sur l'année 2022. Alors je signale quand même que c'est un chiffre provisoire, que dans l'ensemble des systèmes statistiques, que ce soit le système français, le système américain, on est incapable de donner des statistiques précises 2 à 3 mois après la fin de l'année précédente. Il faut attendre en réalité 9 à 10 mois, donc c'est une estimation. Cette estimation pourrait être corrigée. Par exemple, il y a un collègue qui a signalé qu'il y avait des rentrées d'argent importantes liées au service des douanes qui venaient du fait que des entreprises de l'Europe occidentale n'avaient pas payé le pétrole et le gaz qu'ils avaient achetés en 2022 parce qu'ils se refusaient à le payer en roubles, comme l'avait décidé le gouvernement russe, et que finalement les tribunaux occidentaux leur ont donné tort. Non, vous avez consommé ce pétrole et ce gaz, vous devez le payer, et qu'elles l'ont payé en réalité, un paiement qui aurait dû avoir lieu en juillet, août, septembre de l'année dernière, elles ne l'ont payé que fin janvier, début février. Il n'est pas impossible que, suite à cela, les chiffres du PIB remontent peut-être vers moins 1%. Sur les 2 premiers mois de 2023, on voit que l'économie russe continue, je dirais, de sa récupération, et même si elle est encore pour l'instant en territoire négatif, alors en territoire négatif par rapport aux chiffres excellents qu'il y avait en janvier et février 2022. C'est important parce qu'il faut toujours dire que les chiffres sont calculés en pourcentage du même mois de l'année précédente, ce qu'on appelle en français statistique, comme on le parle à l'INSEE, en glissement annuel. Bien. Et que, comme on va être confronté à une baisse très forte de la croissance à partir de mars et évidemment d'avril, là on pourrait repasser en territoire positif. Ce qui fait que, avec mes collègues russes, nous pensons désormais que l'année 2023, on pourrait être
entre, alors eux disent moins 0,5 plus 0,5%. Les calculs sont un petit peu différents et je pense qu'ils sous-estiment l'impact de ce qu'on appelle l'effet de base. Bon, ça c'est des problèmes statistiques. Et qu'on pourrait se retrouver en fait plutôt vers plus 1% en 2023, ce qui veut dire que l'économie aurait récupéré d'une partie du choc. Et par ailleurs, pour 2024, là, nous sommes beaucoup plus d'accord pour penser que l'économie russe devrait connaître une croissance alors entre 2,3% et 3%, et donc récupérer complètement du choc des sanctions. Donc ça veut bien dire que les sanctions ont eu un effet, ça ne sert à rien de le nier, mais ce qui est vrai aussi, c'est que cet effet diminue avec le temps et que l'économie russe récupère donc de ce choc. Oui, parce que même le FMI, il a prédit une croissance de l'économie russe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les chiffres du FMI, qui d'ailleurs ont suscité un certain émoi chez, parmi les journalistes occidentaux, oui. Alors, le FMI était entièrement d'accord avec Rostat pour l'année 2022. Eux, ils estiment qu'on devrait être à 0,3% en 2023. On n'est pas très loin, comme l'on pense, entre 0,5 voire 1% comme moi. On voit qu'on est grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur. Et il prévoit effectivement 2,3 à 2,5% pour 2024. Donc voilà, si vous voulez, c'est bien le paysage que l'on a. Une économie qui s'est pris un grand coup sur la tête, bon, certes, moins dramatique que ce qu'on avait pensé initialement et que ce que les gens de la Banque mondiale ou de l'OCDE ont pu affirmer à un moment, mais qui s'est néanmoins pris un grand coup sur la tête. Même les statistiques russes, ils disaient que ça allait être beaucoup moins bien qu'en ce moment. Ah, tout à fait, tout à fait. Et même des collègues russes l'ont pensé au mois de mars-avril de l'année dernière, quand j'ai parlé, et je parle plusieurs fois par semaine avec mes collègues russes, certains d'entre eux étaient très inquiets. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que l'économie russe avait des capacités d'adaptation à la nouvelle situation qui étaient très importantes. Si vous ajoutez à ces capacités d'adaptation l'argent qu'a dépensé le gouvernement pour soutenir l'activité économique, pour la développer dans certains secteurs, les investissements d'infrastructures qui sont faits actuellement, les investissements dans la construction. La construction est un secteur qui n'a pas connu de crise du tout, qui a continué à être très expansif pendant toute l'année 2022 et en ce début de l'année 2023. Eh bien, vous avez les raisons pour lesquelles la trajectoire de l'économie russe a été bien meilleure que ce que, évidemment, les experts occidentaux annonçaient, mais ce que même nous, nous pensions. Je vous avoue que j'avais fait des premières estimations au mois de mai et au mois de juin dernier, et je pensais que l'on serait plutôt vers moins 4%. Donc je me suis moi-même trompé d'environ 2%. Donc voilà, c'est ça qui est important, et ça montre en fait une capacité de récupération tout à fait importante. Après, mais ça c'est de l'après, hein, on se pose des questions de savoir quelle sera la croissance sur la période 2025-2030. Et là, le problème principal de la Russie ne sera pas seulement les sanctions, si elles sont maintenues, et je crains qu'elles ne soient, en tous les cas, pour une partie d'entre elles, maintenues, ça sera le manque de main-d'œuvre. Parce que aujourd'hui, l'économie russe est en train d'aboutir assez rapidement au plein emploi absolu. Le nombre de chômeurs tombe très vite, le pourcentage de chômeurs dans la population active tombe très vite. On va arriver à ce que l'on appelle, excusez-moi du jargon, le chômage incompressible. Alors, c'est simple, l'idée est très simple. Chômage incompressible, ce sont les gens qui démissionnent d'un emploi pour en reprendre un autre et qui restent sans emploi pendant 2-3 mois.
Et on sait qu'il y a un mouvement permanent de ce genre. Donc là, on ne peut pas le réduire, si vous voulez, puisque ce sont des gens qui vont de toutes les manières retrouver un emploi. Et là, on parle de quel secteur, par exemple, de quelle couche sociale? Toutes. Toutes. C'est toutes. Même les plus hautement diplômés. Même les plus hautes. Il y a aujourd'hui une véritable pénurie de main-d'œuvre dans les couches très fortement diplômées. J'ai parlé avec mes collègues de la Moskovskaya Shkola Ekonomiki où j'enseigne, et ils me disent que les entreprises cherchent à débaucher des étudiants qui sont en magistratura второй курс avant même qu'ils aient leur diplôme. Alors, bon, bien sûr, on leur dit, écoutez, ne faites pas ça, laissez-leur terminer leurs études. Mais quand vous proposez à une étudiante ou à un étudiant russe des salaires qui sont équivalents à $3 500, 4 000, voire $5 000 dans certains cas par mois, c'est difficile de résister. Donc, ça c'est clair, mais on sait aussi que dans d'autres secteurs, dans l'industrie, dans l'agriculture, il y a aujourd'hui des tensions sur la main-d'œuvre qui sont extrêmement importantes. Et donc voilà, c'est le problème qui va se poser à partir de 2025, sur la période 2025-2030. L'alternative étant la suivante. Soit la Russie arrive à accroître sa productivité, autrement dit, le fait que chaque travailleur produit plus. Et pour cela, il faut des machines performantes, modernes, et c'est là où les sanctions pourraient jouer un rôle. Alors après, on peut penser que d'ici 2025, le gouvernement russe arrivera à tourner une série de sanctions, en passant par la Chine, en passant par d'autres pays qui n'appliquent pas les sanctions, en passant par l'Inde, en passant par la Turquie, le cas échéant. Bon. Mais voilà, ça c'est un problème. On n'arrive pas à avoir des gains de productivité importants à l'époque. Il faudra faire venir des travailleurs supplémentaires. Ça veut dire... Ce que la Russie fait déjà. Ce que la Russie fait déjà, absolument. Et vous savez qu'il y a plus de 7 millions de travailleurs immigrés en Russie, les Gastarinaparita. Mais là, il faudrait en faire venir probablement 3 à 4 millions de plus. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Est-ce que tous viendront d'Asie centrale? Ce n'est pas évident, car il y a d'autres pays qui ont des travailleurs en surnombre, par exemple le Vietnam. Et comme le Vietnam est en train de se rapprocher de la Chine, il n'est pas impossible que l'on ait des flux de travailleurs qui viennent du Vietnam et qui viennent s'installer en Russie. Mais, si vous voulez, ça va poser un véritable problème social, à la fois pour les autorités fédérales, mais aussi pour les autorités locales, les autorités régionales, parce qu'il va falloir accueillir ces gens. Et sachant que la démographie russe est aussi en déclin. Ah, tout à fait, tout à fait. La démographie russe est en déclin. Alors, ce déclin est, pour quelques années, compensé par les nouveaux Russes, c'est-à-dire les Russes qui habitent dans les 4 nouveaux oblasts. Mais à terme, oui, il y a un problème évident de démographie. Un problème de démographie qui est, je dirais, le même qu'en Europe occidentale. Il ne faut pas non plus je dirais dire que c'est une catastrophe unique à la Russie. Non, il y a même des pays d'Europe occidentale dont la démographie est en fait plus déprimée que la Russie. Par exemple, l'Espagne, par exemple, l'Italie. Bon. Mais ça veut dire qu'il faudra une politique d'accueil pour ces travailleurs immigrés, très certainement. Peut-être même une politique d'apprentissage de la langue, parce que un certain nombre de jeunes qui viendraient, enfin, d'Ouzbeks, de Tadjiks, bon, qui viendraient en Russie, sont nés après la dissolution de l'Union soviétique. Donc, ils ne parlent pas nécessairement le russe. Leurs parents parlaient le russe, mais eux, peut-être pas. Donc, il y aura ce problème de langue. Il y aura un problème de logement. Si vous faites venir 4 millions de personnes, alors bien sûr, sur plusieurs années, hein, mais néanmoins, il faudra les loger. Il faudra leur ouvrir des droits, voilà, il y a toute une série de problèmes. Après, on peut aussi penser que le gouvernement russe devrait améliorer la mobilité
des Russes à l'intérieur de leur territoire. Parce que les Russes, ils sont pas du tout comme les Français, par exemple, ils se déplacent très rarement à Tout à fait, l'intérieur. tout à fait. Alors ils se déplacent très rarement parce qu'il y a des problèmes de logement, des problèmes de distance. Il n'y C'est a pas pas... de TGV. Voilà, non mais si vous voulez, c'est pas la même chose quand vous habitez par exemple la région de Stavropol ou en République des Adigés, et que vous voulez aller travailler dans l'Oural, c'est un déplacement de pratiquement 3000-3500 km. C'est pas la même chose que quand vous habitez, je sais pas moi, la ville de Nantes, et qu'on vous offre un travail à Rennes, vous vous déplacez de Nantes à Rennes. Nantes à Rennes, c'est 150 km. Donc, Oui, pour donner une idée à spectateurs, 3000 km, c'est presque la même chose qu'entre Paris et Moscou. voilà, tout C'est à comme fait. faire un Paris-Moscou, mais pour travailler de Rennes à Nantes. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra baisser le prix du transport pour permettre à ces gens qui accepteraient de quitter certaines régions où il y a plus de chômage que dans la moyenne de la Russie. Hein, par exemple, on sait que le taux de chômage dans le district fédéral du Sud est d'à peu près 6%. Dans l'Oural, il est de moins de 3%. Donc, on peut penser que des gens À Moscou, qui... c'est moins de 1%. Moins de 1%. À Moscou, c'est typiquement une région où il n'y a plus du tout de chômage. Hein. On a touché la limite du chômage incompressible. Bon, si les gens se déplacent, il faudra rendre plus facile l'accès au logement, peut-être en location. Pas sûr qu'ils veuillent acheter une maison, mais il faut rendre plus facile l'accès au logement et faire en sorte que les coûts du transport ne soient pas aussi élevés qu'ils le sont, si on veut que ces gens puissent revenir 2 à 3 fois par an dans leur famille. Bon, donc voilà, il y a tous ces problèmes qui devront être abordés par le gouvernement russe, mais honnêtement, ça ne me semble pas être au-delà des capacités du gouvernement. Ce sont des problèmes, c'est vrai, mais on sait aussi ce qu'il faut faire. Est-ce que la Russie, en ce moment, elle a de l'argent pour mettre en place toutes ces réformes? Alors, la Russie a de l'argent, il faut le dire. Les sommes qui sont sur les différents fonds souverains, en particulier le fonds de bien-être des générations futures, sont des sommes extrêmement importantes. Après, Et on peut préciser que ce sont les sommes qui ont été récoltées grâce aux ventes tout à fait. des ressources. Oui, tout à fait. Ce sont des sommes qui sont prélevées par l'impôt. Hein, ça vient par l'impôt, qui sont prélevées sur les activités d'exportation. Alors, d'ailleurs, c'était ce qui était assez étonnant. Pendant plusieurs années, le budget de la Russie a été en excédent. Nous n'avons plus connu d'excédent budgétaire depuis 40 ans. Mais ça a permis à la Russie de constituer des réserves. Donc oui, elle va utiliser ces réserves. Et puis, il faut le dire, la Russie va s'endetter. Enfin, le gouvernement russe, c'est pas les Russes qui vont s'endetter, c'est le gouvernement, l'État russe, va s'endetter. Et d'une certaine manière, il a besoin de le faire. Je m'explique. Le gouvernement russe veut bien sûr utiliser le yuan dans le commerce extérieur, mais il veut aussi développer le commerce extérieur en rouble. Bon. Pour développer le commerce extérieur en rouble, il faut que les entreprises des pays qui vont acheter des produits à la Russie, que ce soit des hydrocarbures, des métaux, bon, et de quoi payer en rouble. Et ça veut donc dire que la banque centrale de ces pays ait de quoi transformer leur monnaie nationale en rouble. Bien. Or, aujourd'hui, la capacité d'une banque centrale non russe, par exemple une banque centrale de l'Iran, de la Turquie, de l'Ouzbékistan, bon, etc., à détenir des roubles, elle est faible parce que la Russie n'a pas assez de dettes. C'est quelque chose que les non-spécialistes ont du mal à voir, mais... Oui, moi, je bon, je dis pas qu'il faut arriver au niveau de dette qu'a la France. Bon, mais concrètement, la dette russe doit être actuellement de 16% par rapport au PIB. C'est ridicule.
l'Allemagne est à 70%. Et l'Allemagne est un des pays, je dirais, les plus vertueux en Europe. L'Italie est à 121%. Mais vous avez dit que c'est bien d'avoir la dette pour avoir des devises Et dans alors, d'autres pays. voilà, ce qui se passe, c'est que la Russie n'a pas assez de dettes pour que des banques centrales étrangères achètent de la dette russe, Ah, je vois. de manière à détenir ainsi des roubles qu'elles pourront revendre à leurs entreprises qui auront besoin de roubles pour acheter des produits russes. Donc, en fait, on peut penser que c'est l'intérêt du gouvernement à faire monter la dette jusqu'à 35%. Grosso modo, elle a doublé. Après, je comprends que ça soulève, je dirais, des réticences au niveau gouvernemental. Première fois que j'en ai parlé, j'en ai même parlé au président Vladimir Poutine, c'était dans le cadre du club Valdai, il m'avait fait venir et il m'avait demandé est-ce que vous pensez que le rouble pourrait devenir une monnaie de réserve à l'échelle régionale, c'est-à-dire pour les pays de la CEI, des anciens pays de l'ex-Union soviétique. À l'époque, la dette était à 12% du PIB. Et je dis non. On ne peut pas faire une monnaie régionale ou donner une importance régionale de monnaie de réserve à une monnaie si les banques étrangères ne détiennent pas de la dette libellée en cette monnaie. Avec 12% du PIB en dette, bah, la dette, elle est entièrement achetée par les banques russes. La Sberbank, Rosneft-Bank, enfin, Gazprom Bank, bon, etc. Donc, il faut que vous fassiez de la dette. Il n'a pas eu l'air d'aimer ça. Et je comprends parce que c'est une discussion que nous avions eue en 2016, quelque temps après que j'ai été élu à l'Académie des sciences. Et encore, je voyais bien que dans l'esprit de Vladimir Poutine, il y avait l'image de la crise de 1998. Bon, donc il voulait réduire le plus possible la dette pour éviter une telle crise, ce qui est compréhensible. Mais entre ne pas avoir une trop grosse dette qui pourrait provoquer une crise financière et avoir une dette tellement faible, il y a une marge. Et c'est pour ça que je dis que la Russie pourrait et devrait faire monter sa dette publique autour de 30%, 30-35%. Je dis 35% parce que c'était le niveau de la dette publique en France à la fin des années 50 et au début des années 1960. Bon. Et là, effectivement... Les 30 glorieuses. Voilà, au moment des 30 glorieuses. Et là, effectivement, ça laisserait suffisamment de dettes qui puissent être rachetées par des banques centrales étrangères et qui permettent à ce moment-là de créer un commerce en rouble de manière à ne pas être complètement dépendant du commerce en yuan. Même si, par ailleurs, il est très clair que le yuan, que l'importance du yuan va se développer, non seulement en Russie, mais avec plein d'autres pays, puisqu'il y a plein d'autres pays maintenant qui ont décidé d'utiliser le yuan pour le commerce. Bon, ça tombe bien, la Chine a une énorme dette. Elle est probablement parce que le gouvernement chinois n'est pas très transparent dessus. De ce point de vue-là, le gouvernement russe est beaucoup plus transparent. Même en ce moment, parce qu'en ce moment, ils ne communiquent pas trop les chiffres. On a grosso modo 90% des chiffres qu'on avait auparavant. Les seuls chiffres sur lesquels on n'a vraiment pas du tout accès, ce sont les chiffres du commerce extérieur pays par pays. On a les chiffres agrégés, les chiffres des exportations et les chiffres des importations. On les a pas par Rostat, on les a par la Banque centrale. Il faut accepter de passer d'un site internet à l'autre. C'est pas très long. Bien. Donc, si vous voulez, beaucoup de choses. On dit oui, la Russie ne communique plus du tout. C'est faux. C'est tout simplement faux. Oui, il y a quelques chiffres qui manquent, mais entre les chiffres qui sont à Rostat, les chiffres de la Banque centrale,
les chiffres des organismes statistiques régionaux, on a à peu près 95-96% des données que l'on avait auparavant, donc c'est pas un problème. Et par rapport à cette transparence relative, certes, mais quand même une transparence, la Chine est beaucoup plus opaque. On n'a toujours pas de chiffres précis sur le montant des dettes publiques et, ce qui est encore plus important, des dettes privées mais garanties par l'État. Bon, on pense qu'elles sont importantes. Les estimations que j'ai vues, qui sont faites par des collègues économistes sinologues, qui eux lisent le chinois, moi je ne lis pas le chinois. Mais vous lisez le russe. Oui, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur la Russie et pas sur la Chine, disent que la dette chinoise pourrait être de l'ordre de 70 à 80% du PIB. Comme le PIB de la Chine est aujourd'hui le premier PIB mondial, voilà, ça laisse de la marge à tous les pays qui veulent utiliser le yuan pour la dette. Mais donc voilà, on a ce type de problème. Ce sont des problèmes économiques normaux que tout pays, à un moment donné, connaît. Il n'y a rien d'extraordinaire. Néanmoins, ça veut dire qu'il faudra des politiques économiques adaptées si on veut résoudre ces problèmes. Monsieur Sapir, à votre avis, grâce auquel procédé la Russie a pu éviter le désastre économique pour l'instant? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, la Russie a mené, et quand je dis la Russie, c'est la Banque centrale de Russie, le gouvernement aussi, mais c'est essentiellement la Banque centrale de Russie qui a été à la manœuvre, a mené une politique monétaire d'une rare intelligence à partir donc du 1er mars 2022. Concrètement, la Russie est revenue dans un système de contrôle des capitaux. Et c'est intéressant parce que, d'abord, ce système, nous, en France, nous le connaissons bien. C'est le système dans lequel la France a vécu, grosso modo, jusqu'en 1986, de 1945 à 1986. Bon, vous voyez, on peut parfaitement être une économie de marché, on peut même commencer à s'intégrer dans une Europe multinationale et avoir ce type de système, ça pose pas en réalité de problème. Bon. Donc, on le connaît bien. Et ce qui est intéressant, c'est que la Banque centrale de Russie avait refusé pendant une très longue période d'appliquer ce type de système. Avec un certain nombre de collègues, nous n'arrêtions pas de dire mais il faut que vous l'appliquiez, c'est une manière de stabiliser le marché financier en Russie. Et d'une certaine manière, le nouveau contexte créé par l'opération militaire spéciale a réussi à faire ce que nous n'avions pas réussi à faire pendant 20 ans. C'est-à-dire a convaincu les banquiers centraux, Madame Nabiulina et surtout l'ensemble de ses conseillers, pas elle qui a mis ça en place, qu'il fallait le faire à ce moment-là. Et le résultat, ça a été qu'il n'y a pas eu d'effondrement à long terme du rouble. Oui, bien sûr, le rouble a fortement baissé les 2-3 premières semaines. Le rouble est en train de revenir doucement à son niveau de février 2022. Il était d'abord tombé, puis il était remonté très haut. Il avait fini par être au mois de juin à 13% ou 14% au-dessus de son cours du début de l'opération militaire spéciale, ce qui était quand même assez intéressant, parce que en dépit de toutes les actions faites par l'Union européenne ou les États-Unis pour faire tomber le rouble, non, c'est le contraire qui s'était passé, le rouble était monté. Et puis, les autorités monétaires russes se sont dit, oui, un rouble surévalué, c'est pas non plus très bon pour notre commerce, et donc ils sont en train d'accepter que le rouble redescende, mais il redescend lentement, ils vont vendre moins cher par rapport aux gens internationaux. C'est-à-dire que... Oui, mais la Russie, elle va gagner plus. Tout à fait, la Russie va gagner plus. Bon, donc, il y a ça, et surtout, la Banque centrale avait préparé le terrain au développement d'un marché du yuan convertible à Moscou. En fait, c'est début 2015,
que le marché a été créé. Alors ce marché vivoté de 2015 à 2022, enfin vivoté, il avait atteint à peu près 4 à 5% des transactions sur l'ensemble du marché financier. Aujourd'hui, il est à 28%. On va passer de 5 à 28. Donc voilà, ça c'est une première raison de la stabilité de la situation. Deuxième raison, eh bien, le gouvernement russe a immédiatement soutenu les secteurs qui avaient le plus de difficultés. Et il est en train de mettre en place, depuis la fin du printemps dernier, hein, il met en place une politique de substitution aux importations. Bon. Beaucoup de gens disent oui, mais cette politique ne marche pas. Quand il s'agit de fabriquer des produits complexes, c'est pas en quelques semaines, ni même en quelques mois qu'on peut le faire. C'est un processus qui va prendre 2-3 ans. Bon, mais l'important, c'est d'avoir commencé à le mettre en place. Après, le gouvernement russe a développé beaucoup le secteur des infrastructures. On le voit par exemple, les investissements que le gouvernement russe a fait à la fin de l'année dernière et au début de cette année sont extraordinairement importants. Donc ça a été un deuxième facteur de stabilisation de la situation économique. Et un troisième facteur, c'est le pivotement du commerce vers l'Asie, qui a été possible parce que la Russie a développé de bonnes relations diplomatiques avec toute une série de pays, et pas des moindres. La Chine, évidemment, tout le monde le sait, mais l'Inde aussi. Et l'Inde, c'est, en parité de pouvoir d'achat, un peu plus de 7% du PIB mondial. C'est un pays qui compte. Mais il y a aussi d'autres pays. Alors, il y a la Turquie, bien sûr, il y a les pays arabes, il y a les pays d'Asie, comme l'Indonésie, comme la Malaisie. Bon, donc tous ces pays se refusent à appliquer les sanctions et autorisent le commerce entre leurs entreprises et les entreprises russes, ce qui permet aux entreprises russes de vendre, mais ça permet aussi aux entreprises russes d'acheter. J'ai une question, M. Sapir. Quand il y a ces opérations de vente et d'achat, ça se fait en quelle devise? Alors, ça peut se faire en yuan, ça peut se faire en rouble. Par exemple, le pétrole russe qui est vendu à l'Inde est vendu en rouble. Et si le pétrole russe en Inde est vendu en rouble, les États-Unis ils peuvent appliquer des sanctions en Inde pour Non, ça ou pas? non, non. Ou alors, ils peuvent décider que l'Inde est un pays ennemi, inamical. Considérer qu'un pays d'1,4 milliard de personnes qui occupe la place, l'influence qu'a l'Inde en Asie, mais aussi en Afrique, on oublie, mais toute l'Afrique de l'Est a une très forte immigration indienne, c'est compliqué. C'est compliqué et visiblement les États-Unis ont déjà les bras suffisamment pleins du problème chinois pour ne pas se rajouter un problème indien. Bon, même avec la Turquie, ils sont incapables de faire appliquer les sanctions. La Turquie est quand même beaucoup plus faible que l'Inde, si vous voulez, beaucoup plus faible que la Russie. La Turquie a dit oui, nous sommes membres de l'OTAN. L'OTAN, c'est un problème militaire, pas un problème commercial. Donc, on fait ce qu'on veut commercialement. Les Américains sont furieux, n'arrêtent pas de le dire, ils font rien. Ils ne font strictement rien. Même chose, l'Arabie Saoudite a décidé d'acheter son gazole à la Russie. Pourquoi un pays qui est un des plus grands producteurs de pétrole a besoin d'acheter du gazole? Bien parce qu'il y a très peu de raffineries en Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite produit du pétrole brut, mais elle a besoin de gazole pour faire fonctionner les machines qui travaillent sur ces champs d'exploitation. Et elle l'achète à la Russie. Et on voit bien que toute une série de pays sont en train de se détacher de l'orbite américaine pour aller vers une position de neutralité, mais de neutralité favorable en fait à la Russie et à la Chine. Il y a eu la réouverture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Bon, ça, c'est, si vous voulez,
C'est un succès majeur pour la diplomatie chinoise, majeur. Vous avez eu le fait que l'Arabie Saoudite a accepté de reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. Ah oui, je viens d'y penser à l'instant. Mais oui. Et Alors ça, que tout le monde disait que plus jamais d'affaires avec Bachar tout à el-Assad. fait. Ben voilà. Or, ce que décide l'Arabie Saoudite est immédiatement copié par les Émirats arabes unis, par le Qatar. Donc, ça veut dire que la Syrie est en passe de redevenir un membre de la Ligue arabe. Et ça, c'est une opération diplomatique qui a été réussie par la diplomatie russe. Nous avons la décision de l'Arabie Saoudite de candidater aux BRICS. Alors, le dossier est déposé et il sera examiné probablement cet été. Ce que l'on sait moins, et ça a été dit dans la presse chinoise hier, j'ai un collègue qui m'a traduit un article chinois, c'est que ce n'est pas qu'avec les BRICS que l'Arabie Saoudite veut se rapprocher. C'est avec l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Organisation de coopération et de sécurité. Ça, c'est autre chose. C'est une organisation de sécurité, ce qui était normalement l'apanage des États-Unis. Donc, il y a un mouvement général des pays. Alors, on a parlé des pays du Golfe, mais il y a aussi les pays d'Amérique latine. Le Mexique a demandé son adhésion aux BRICS. Le Brésil, qui est un des membres fondateurs des BRICS, a décidé qu'une partie de son commerce serait libellée en yuan. Donc, il y a cette espèce de grand mouvement vers la Chine et la Russie qui se produit. Et ça, c'est quand même le résultat d'une diplomatie extrêmement intelligente de la part de la Russie et de la Chine aussi, et qui a permis à la Russie de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, non seulement pour vendre ses produits, mais pour acheter des produits. Donc, si on fait un petit peu la somme de tout ça, on a une politique monétaire extrêmement bien menée, et de ce point de vue-là, je tire mon chapeau à la Banque centrale de Russie, elle a vraiment fait le travail qu'il fallait faire. On a une politique de soutien du gouvernement qui a été efficace, bon, et qui va continuer, parce que quand on voit les projets qui sont lancés, ce sont des investissements qui vont durer plusieurs années, et on a une diplomatie qui s'est ouvert de nouveaux marchés au fur et à mesure que les marchés occidentaux se fermaient. Donc, derrière la capacité d'ajustement indéniable des entreprises russes, hein, derrière le fait que les chefs d'entreprise en Russie se sont révélés être très dynamiques et, je dirais, très opportunistes dans le fait de trouver de nouvelles opportunités, bon, eh bien, il y a ces trois aspects qui expliquent pourquoi l'économie russe a si bien résisté aux sanctions. Monsieur Sapir, avant notre interview, j'ai proposé à mes abonnés sur Instagram de vous poser quelques questions. Comme ça, ils peuvent aussi participer dans votre interview. Et certaines questions, elles sont très bien. Par exemple, la France et la Russie peuvent-elles faire du commerce de nouveau ensemble? Alors, en théorie, oui. Je dis bien en théorie parce que les sanctions à l'heure actuelle ne touchent que certains secteurs. Et par ailleurs, il y a beaucoup de pays européens qui ont demandé des exemptions de sanctions. Par exemple, la Belgique continue d'acheter des produits métallurgiques à la Russie, continue d'acheter des diamants à la Russie, la Bulgarie et la Hongrie continuent d'acheter des produits pétroliers à la Russie. Bon, voilà. Mais en pratique, pour des grandes entreprises, faire du commerce avec la Russie est délicat. Parce que les organisations non gouvernementales vont les prendre pour cible. On a eu le cas avec Renault, on a le cas avec Total, ce qui oblige Total à se retirer progressivement de la Russie en perdant beaucoup d'argent. Parce que Total avait
une participation forte dans Novatek. Novatek, dont le chiffre d'affaires est en train d'exploser, car Novatek est l'un des quelques spécialistes en Russie du gaz naturel liquéfié. Bon, ben, au moment où Novatek devient extraordinairement rentable, malheureusement, Total doit sortir de son capital. C'est dire que les dirigeants Total en sont très mécontents, mais bon, ils cèdent à l'opinion publique de ce point de vue-là. Auchan, lui, pour l'instant, résiste, mais qu'est-ce qu'il est critiqué, hein. Donc, les grandes entreprises ont vraiment des difficultés. Par contre, les petites et moyennes entreprises, elles, comme elles sont sous le radar médiatique, elles ne sont pas touchées. Et en fait, il y a de très nombreuses petites et moyennes entreprises françaises qui sont restées en Russie et qui continuent de travailler en Russie. Avec la déconnexion de la Russie du système SWIFT, possible d'investir, créer une entreprise en Russie? Oui, oui. Alors simplement, c'est un peu plus compliqué. On peut contourner le système SWIFT en utilisant une banque qui est reconnue dans le système chinois. Et comme le système chinois est connecté au système russe, ça vous permet d'avoir accès au marché financier russe. Donc oui, mais il faut, de ce point de vue-là, prendre un intermédiaire chinois. Alors, un intermédiaire, ça se paye. Si vous voulez, il prendra un petit pourcentage, mais il prendra néanmoins un pourcentage sur les opérations. Mais donc, c'est possible. C'est possible, ça va faire monter un petit peu les coûts, mais c'est possible. Merci. Une autre question. Et pourriez-vous parler de l'inflation en Russie et en France, les comparer un peu? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, il faut savoir d'où partait-on. Au sortir de la crise de la Covid, nous avions une inflation qui était de l'ordre de 1,5% en France, mais qui était de l'ordre de 5 à 6% en Russie. Ce qui s'est passé, c'est que lors de l'application des sanctions, l'inflation est montée terriblement, quasiment 20%. Puis, elle est descendue. Les prix ont baissé. Ah, ils ne sont pas revenus à leur niveau initial, mais ils ont en partie baissé. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une inflation qui est de l'ordre de 11,5 à 12%. Bon. Ça veut dire que le taux d'inflation a un peu plus que doublé par rapport à ce qu'il était au sortir de la crise de la Covid en 2021. Si on regarde le cas de la France, c'est moins spectaculaire, mais c'est pire en réalité. On atteint pour l'année 2022 une inflation de 6,2%, et l'inflation devrait encore être autour de 7% en 2023. Mais c'est par rapport à une inflation initiale de 1,5%. Donc, même si l'inflation en France est moins importante qu'en Russie, elle est quand même 4 fois plus grande que ce qu'elle était avant le début de la crise. Donc on veut dire que d'une certaine manière, le choc inflationniste a été plus fort en France qu'en Russie. Autre point, comment évoluent les revenus salariaux réels? C'est-à-dire le revenu salarial nominal moins le taux d'inflation. Et ça, c'est très intéressant. Les revenus salariaux ont commencé, en termes réels, à baisser jusqu'au mois de juin, au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'ils augmentaient, mais ils augmentaient moins vite que le taux d'inflation. Puis, dans le deuxième semestre de l'année 2022, les revenus salariaux ont accéléré et l'inflation a décéléré. Le résultat, c'est que pour l'année 2022, le gain en termes réels est de 1%. En France? Non, en Russie. En Russie. En France, par contre, alors, suivant les catégories sociales, la perte de pouvoir d'achat est de l'ordre de 1,5 à 3%. Donc voilà, c'est un petit peu comme cela qu'il faut voir les choses, et ça nous dit le fait que
la Russie a mieux digéré son choc inflationniste, certes, à partir d'une base d'inflation qui était importante, bon, ce qui fait hurler la Banque centrale, qui maintient son objectif d'inflation à 4%. Je rappelle que dans la zone euro, l'objectif d'inflation est de 2%. Donc, de toutes les manières, ça veut dire que la Banque centrale admet le fait que l'inflation sera plus importante en Russie que dans d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Banque centrale de Russie maintient des taux à un niveau inférieur au niveau d'inflation. C'est-à-dire que si vous êtes une banque, vous empruntez à la Banque centrale de Russie, alors normalement vous payez un taux d'intérêt de 7,5%. Certaines banques qui sont moins bien notées peuvent payer un taux d'intérêt de l'ordre de 9 à 10%. Mais quand vous avez une inflation de 11 à 12%, ça veut dire que vous gagnez de l'argent dans cette situation. Et c'est important. Autant les banques centrales des États-Unis, de l'Union européenne, enfin de la BCE, ont appliqué des politiques extrêmement agressives, autant la Banque centrale de Russie, alors elle a donné un grand coup sur les taux d'intérêt au moment où l'inflation était montée très vite, et tout de suite, dès qu'elle a vu que l'inflation commençait à redescendre, elle a réduit les taux d'intérêt, et là encore, on peut dire que la Banque centrale de Russie a été beaucoup plus flexible et beaucoup plus intelligente que la Banque centrale européenne ou que la Réserve fédérale américaine. Merci. La question suivante, pensez-vous que maintenant c'est le meilleur moment pour faire un business en Russie? Ça dépend quel business. Si vous voulez, ça dépend quel business. Il faut être clair. La Russie, aujourd'hui, s'oriente vers des activités qui sont plus liées à l'industrie et la construction qu'à des activités de service. Or, très souvent, les affaires que créent des étrangers, des expatriés, étaient plutôt dans les activités de service que dans des activités de production. Mais maintenant, la capacité d'une entreprise, par exemple, à développer des productions en Russie, ou à développer une assistance à la production, c'est-à-dire le fait que une entreprise offre ses services en termes d'ingénierie, de conception. Elle ne va pas produire elle-même, mais elle propose à une entreprise qui produit de lui servir un petit peu de bureau d'études. Ça, oui, ça c'est une activité qui est tout à fait possible, et c'est même une activité qui, à mon avis, comme la Russie va importer de moins en moins de biens manufacturés de l'Union européenne, c'est une activité qui va se développer. Alors, je dirais que c'est plutôt dans les services à la production ou les services aux entreprises en direction de la production que l'on peut avoir des opportunités d'affaires importantes. J'ai lu, je suis un grand lecteur du magazine Expert, qui est un magazine très bien fait. Et j'ai lu, il racontait une histoire. C'était un jeune russe, une jeune de 35 ans, qui était devenu un designer important pour BMW et qui, se rendant compte de cette nouvelle situation, est parti d'Allemagne, est revenu en Russie et il dit je vais développer mon entreprise de design et je vais vendre mes dessins aux entreprises russes qui fabriquent des voitures, des motos, voire qui fabriquent des motoneiges en particulier. Et il semble que son entreprise se soit développée très vite, puisqu'en quelques mois, il est passé de 3 personnes à plus de 30 personnes. C'est Donc, spectaculaire. voilà, c'est quelque chose de spectaculaire. Et je pense très franchement que c'est ça, un petit peu, l'avenir des entreprises d'expatriés en Russie. Il y a aussi plusieurs questions sur la comparaison des sanctions actuelles avec les sanctions de 2014. Quel était leur impact, si on compare un peu l'impact des sanctions? Alors,
l'impact des sanctions de 2014 était assez faible. En fait, qu'est-ce qui était mis sous sanction? Les sanctions occidentales, elles visaient essentiellement le matériel à utilisation militaire. Ça peut être embêtant pour des entreprises qui produisent des armements, mais c'est pas quelque chose qui touche je dirais, la vie courante ou l'activité économique normale. C'est très différent de ce qui se passe actuellement, puisque là, on a des sanctions, que ce soit des sanctions commerciales, des sanctions industrielles, qui touchent un nombre de produits tout à fait important. Par ailleurs, il y a une autre chose qui est intéressante quand on regarde les sanctions de 2014. C'est qu'en réaction à ces sanctions, la Russie a établi des sanctions sur le domaine agroalimentaire, qui ont coûté très cher aux agriculteurs européens, et français en particulier, et qui ont permis un développement accéléré de l'agriculture russe, qui aujourd'hui est devenue une agriculture massivement exportatrice, non seulement au niveau des céréales, on dit toujours le blé, non, ce sont les céréales, c'est-à-dire le blé, l'orge, le seigle, mais qui devient une agriculture parfaitement autonome maintenant au niveau de la viande, qui développe ses productions laitières, et donc les contre-sanctions mises par la Russie ont été une affaire en or pour l'agriculture russe. Oui, même les dirigeants de la Chine russe, ils disaient les chiffres que c'est environ à 80% que la Russie est autonome en nourriture, voire plus. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un degré d'autonomie par rapport au monde extérieur supérieur à ce que l'on a en Europe, supérieur à celui de la France, supérieur à celui de l'Allemagne, à celui de l'Italie. Il y a encore une question un peu épineuse, mais elle est Ouais. intéressante. La Russie investit-elle dans la baisse de la corruption pour contribuer à sa prospérité économique? C'est un secret pour personne. La corruption est un problème majeur en Russie comme malheureusement dans de nombreux pays. Hein. Que ce soit la corruption, la fraude fiscale. Je dois ajouter une chose, c'est que le Japon, au moment de sa grande croissance économique, globalement des années 50 aux années 80, a été un pays effroyablement corrompu. Il y a plusieurs premiers ministres japonais qui ont dû démissionner à cause de ces problèmes de corruption. Quelle est la situation actuelle en Russie? Eh bien, le gouvernement russe a réussi à contrôler, je dirais, la corruption qui est la plus désagréable pour le russe moyen, c'est la petite corruption. Par exemple, la police de la route, on le sait, elle a été pendant très longtemps complètement corrompue. Ah, c'était la catastrophe. Tout à fait. Mais maintenant, ça s'est amélioré depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement russe, et ça c'est une mesure qu'avait suggéré Medvedev, a décidé que les amendes ne seraient pas payées à la police, mais seraient payées à la Sberbank. Ça n'avait plus de sens pour un policier de dire vous êtes passé au rouge, vous êtes passé au rouge, donc vous allez me payer une amende. Non, oui. D'accord, vous dites ça, très bien, je vais payer à la Sberbank, mais pas à vous, monsieur le policier. Et donc c'était malin. C'était extrêmement malin. En réalité. Et ça, il y a eu plusieurs mesures de ce type qui ont fait baisser cette petite corruption. Par contre, est-ce que c'est de la corruption ou est-ce que c'est de la collusion entre les activités d'État et les activités privées? Il y a toujours un problème. Par exemple, l'obtention d'un certain nombre de marchés publics, en particulier dans les provinces, dans les oblasts, les kraïs, etc., il y a des phénomènes de corruption qui sont extrêmement importants. J'ai parlé avec plusieurs chefs d'entreprise russes là-dessus, et ils me disent que les commissions qu'on leur demande sont de l'ordre de 5 à 10% du montant du contrat. Ça veut dire que les contrats vont coûter plus cher. Si vous voulez, si un intermédiaire, quelqu'un d'une administration, prélève 5 à 10%, il faut bien que l'entreprise retrouve son argent et elle va donc augmenter les prix. Comme les intermédiaires chinois.
tout à fait, si vous voulez. Bon, c'est une règle générale au problème, à ce problème-là. Mais c'est ce qui se passait au Japon. Et on a vu que historiquement, ça n'avait pas empêché l'économie japonaise de croître de manière extrêmement rapide dans cette période. Est-ce que les nouvelles sanctions économiques ont augmenté la disparité entre les villes et les campagnes? Elle l'a plutôt réduite. En effet, si on regarde ce qui s'est passé en 2022, le choc en termes de revenus réels, il a touché surtout les ménages urbains, en tous les cas jusqu'à la fin du deuxième semestre de l'année 2022. Par contre, les paysans ont vu leur revenu réel augmenter. Donc, on peut penser qu'il y a eu une forme de rééquilibrage. Alors, un rééquilibrage qui reste très limité, hein, mais que d'une certaine manière, la paysannerie, parce que elle produit, elle vend, elle se développe de manière extrêmement importante, alors que d'autres activités, en particulier les activités de commerce, ont connu une contraction non négligeable. Donc là, je pense que les ménages ruraux, les ménages paysans, se sont plutôt mieux sortis de la situation actuelle que les ménages urbains. Alors après, dans les ménages urbains, il faut différencier. Je pense que les gens qui travaillaient dans le commerce de détail sont certainement les ménages qui ont le plus souffert. Parce que le commerce de détail a baissé d'environ 10%, 10-12% dans le cours de l'année dernière. Bon, aujourd'hui, il est en train de remonter, mais quand même, le choc a été important. Inversement, des gens qui sont dans l'industrie, disons dans les industries de défense, ces gens ont vu leur salaire augmenter, leurs revenus salariaux augmenter et augmenter même très fortement. Ça se voit dans ce qui s'est passé dans l'oblast fédéral de l'Oural ou de Sibérie. Ce sont des régions où, je sais, historiquement, il y a de nombreuses usines qui travaillent pour la défense. Les revenus salariaux ont augmenté dans l'Oural de 2,5% en moyenne, alors qu'ils n'ont augmenté que de 1% pour la moyenne de la Russie. Ça veut donc bien dire que là, les gens ont gagné plus. Alors, ils ont gagné plus parce que le niveau de salaire a monté, parce qu'ils travaillent plus aussi. Visiblement, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Et donc, eux font partie des gens qui ont profité de la situation actuelle. Donc, en fait, ce qui se passe, et c'est vrai, si vous voulez, l'opération militaire spéciale peut s'apparenter à une forme de conflit. Et dans tout conflit, il y a des mouvements de transformation sociaux importants qui se passent. Par exemple, dans la Première Guerre mondiale, l'une des conséquences, ça a été l'entrée massive des femmes dans le monde du travail industriel. Elles étaient bien sûr présentes dans l'agriculture, hein, si vous voulez, mais dans l'industrie, elles étaient assez peu présentes. Et là, brutalement, elles sont rentrées dans l'industrie, elles sont rentrées dans les transports, bon, etc. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que c'est pas comparable, mais malgré tout, l'opération militaire spéciale a provoqué des changements sociaux en faveur des travailleurs industriels. Et ça, c'est un point important, et c'est un point d'ailleurs qui est même, je dirais, accentué par la politique de l'État. Si on écoute bien, ou si on lit bien le discours qu'a prononcé le 21 février le président Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut, bien sûr, soutenir les personnes qui combattent dans le cadre de l'opération militaire spéciale, mais il dit aussi tous les gens qui travaillent dans l'armement. Alors,
Est-ce que est-ce qu'il veut dire uniquement les gens qui produisent des armes, ou est-ce que ce sont les gens qui font des choses qui servent à faire des armes? On voit que à ce moment-là, ça devient beaucoup plus important. Mais on peut penser que effectivement, il y a une partie de la main-d'œuvre industrielle qui est en train de profiter de la situation et qui, d'une certaine manière, est en train de récupérer des années où elle a été déclassée par rapport aux gens qui étaient dans des activités de service. Il y avait malgré tout une forme de tertiarisation de l'économie russe qui se produisait depuis les années 90 et dans les années 2000. Alors, bien sûr, elle était moins importante que la tertiarisation qu'il y a en France ou aux États-Unis, mais qui était néanmoins une tendance qui existait aussi. Mais ce qui est normal pour les pays qui se développent, le développement du secteur tertiaire, non? Est-ce que c'est complètement normal? Je n'en suis pas sûr. Je vous dis honnêtement, parce que on voit aujourd'hui tous les problèmes que cela crée pour l'économie américaine ou l'économie française. Les États-Unis disent on veut produire beaucoup d'armes pour les donner à l'Ukraine, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent même plus. Ils ne peuvent même plus. Donc, je crois qu'il faut maintenir aussi une base industrielle importante, et dans ce cadre-là, le niveau de revenu et probablement le statut social des travailleurs industriels a récupéré une partie de ce qu'il avait perdu depuis une trentaine d'années. Donc, ça aussi, c'est un changement social qu'il faudra bien étudier, d'abord pour voir s'il se confirme. Pour l'instant, on n'a que des observations qui portent sur 6 à 9 mois. Bon, mais si ça se confirme, ça pourrait être un changement important dans la structure sociale de la Russie. Et la Russie, même en ce moment, elle continue d'être une économie de marché. Bien sûr, la Russie est une économie de marché. Un marché qui est en partie sous le contrôle de l'État, bien sûr, dont les paiements sont surveillés de très près, mais ça, c'était le cas de l'économie française dans les années 50 et dans les années 60. Il n'y a rien de scandaleux, il n'y a rien de scandaleux à ça, mais pour le reste, ça reste une économie de marché. Ce qui est en train de changer, c'est que de plus en plus, on ne dit plus aux chefs d'entreprise faites ce que vous voulez, trouvez vous-même vos voies de développement. Le gouvernement russe leur dit vous allez dans telle direction. Bon. C'est pas une forme de planification rigide comme cela avait pu exister du temps de l'Union soviétique, mais on voit que se met en place quand même une forme de planification, et il faut bien lire le communiqué commun entre le président Xi et le président Poutine, et le texte qu'a fait Xi à la fin de son voyage en Russie. Il appelle à ce que les deux pays mettent en place une planification commune. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une forme de changement aussi qui est en train de s'opérer en Russie. Merci. Et un petit mot de la fin pour nos spectateurs, pour conclure cette vidéo. Quels sont vos pronostics? À quoi peut-on s'attendre maintenant? Alors, comme j'ai dit, je pense que les nouvelles économiques seront bonnes jusqu'à la fin de l'année 2024. Après, bon, d'abord, je vais dire une chose, bien malin qui peut dire quelle sera la situation en 2025, 2026, Parce que là, jusqu'au 2027. présent, presque tout le monde s'est trompé dans les prévisions. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne me risquerai Oui, pas je vois. voilà, à faire ce genre de prévision. Ce que je vois aussi, c'est que cette opération militaire spéciale est en train de transformer de manière assez profonde l'économie et la société, même si on n'y prend pas garde, le développement de certains secteurs, alors que d'autres secteurs stagnent, voire régressent un peu, c'est le cas en particulier du commerce. Le fait que des secteurs
de production directe, l'industrie, la construction, l'agriculture se développent rapidement, c'est une indication de changement. Quand vous avez le produit intérieur brut, les chiffres du PIB, vous pouvez les calculer par utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va en salaire, qu'est-ce qui va en profit, etc., ou les calculer par branche. Autrement dit, quelle est la part dans le PIB de l'industrie, de l'agriculture, des services, de la construction, etc. Les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, auxquels on ajoute, mais je pense que ça relève en fait de l'industrie, c'est une convention comptable russe qui fait que c'est séparé, le secteur de la distribution de l'électricité, de l'eau et du gaz. Bon. Tous ces secteurs représentent à peu près 40 à 41% du PIB en 2022, alors qu'ils ne représentaient que 32 ou 34% auparavant. Il y a bien un changement. Il y a bien un changement, et ce changement, évidemment, va se traduire par le fait que des gens vont gagner moins, des gens vont gagner plus. Et ça, c'est un point qui est socialement extrêmement important.